Bonjour à tous, je vais vous faire un petit résumé du cours qui porte sur les grandeurs physiques dans le chapitre de l'électricité. Alors, on va démarrer par une petite introduction qui est très générale et qui reprend pas forcément les grandeurs physiques qu'on va voir dans ce chapitre, mais qui vont être quand même utiles pour l'année à venir. Alors, pour expliquer un petit peu pourquoi je parle de ça, c'est pour faire le lien entre les limites physiques du monde et le développement économique. Puisqu'on est sur un chapitre qui traite de l'énergie, notamment électrique, il faut bien comprendre pourquoi certaines choses ne sont pas possibles physiquement, même si d'autres domaines universitaires semblent ne pas le prendre en compte, notamment les sciences économiques. Alors, le développement industriel, il démarre grâce à des innovations, notamment la machine à vapeur, qui a permis de multiplier la puissance disponible pour effectuer une tâche en utilisant des énergies de sources fossiles ou même éventuellement du bois pour des technologies moins avancées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un verre d'essence, vous avez l'équivalent d'un mois d'énergie de travail d'un ouvrier. C'est-à-dire que lorsque vous mettez plusieurs litres d'essence dans votre voiture, c'est l'équivalent de plusieurs années, un plein, de travail d'un individu. Sans cette capacité à transformer l'énergie potentielle, c'est-à-dire une source d'énergie, en énergie utile, beaucoup de choses auraient été impossibles aujourd'hui et le seraient encore. Se déplacer sur une longue distance, construire certains types de bâtiments, ou faire tourner un avion par exemple. Donc même la façon de faire serait différente. Et le lien qu'il y a entre économie et physique, donc je vous évoquais, c'est que le développement économique et notre confort actuel dans les pays les plus développés dépend directement de nos besoins en énergie. C'est-à-dire que ici, vous avez une comparaison entre la croissance économique et l'évolution des sources d'énergie qu'on utilise. Donc le pétrole ou l'énergie dans sa généralité. Alors même si ce n'est pas complètement superposé, vous voyez qu'il y a des tendances qui sont plutôt nettes, c'est-à-dire que lorsque une source d'énergie décroît, on voit que la croissance économique, c'est GDP, décroît également, et inversement. Donc, le confort direct dans nos civilisations dépend de ce qui est disponible d'un point de vue énergétique. D'un point de vue des besoins, donc là, si on voit qu'il y a un lien avec l'économie et les besoins énergétiques, on voit que au cours du 18e et du 19e et du 20e siècle, on a découvert de nouvelles sources d'énergie à convertir et que celles-ci, eh bien en fait, c'est pas juste un petit peu, entre 1850 et 2000, donc on n'est même pas en 2022, vous voyez que les besoins énergétiques, ils ont littéralement explosé. On n'est pas sur un x2 ou x3, on est plutôt sur des ordres de grandeur avec plusieurs zéros. Et pour chaque étape, vous voyez le type de technologie qui se sont ajoutées, voitures à essence, électronique, télévision, etc., microprocesseurs, et vous avez un effet de cumul, c'est-à-dire que systématiquement, vous avez de l'énergie en plus, et même lorsque cette énergie qui était disponible en voit une autre apparaître, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de, vous ne voyez pas disparaître l'énergie précédente, c'est-à-dire qu'il y a un effet cumulatif qui est réel et qu'on n'a pas su, dont on n'a pas su se défaire. Le charbon existe toujours, le pétrole existe toujours, malgré de nouvelles sources d'énergie. Alors, une des implications de ce phénomène-là, c'est que les sources d'énergie, lorsqu'elles auront disparu, eh bien, se posera la question de savoir que ce qu'on fait lorsqu'on n'aura plus ces énergies-là, puisqu'on n'a pas été capable de les remplacer ou d'en faire disparaître. C'est-à-dire qu'on va subir, et ça fait partie un peu des défis que votre génération aura à traiter. Ici, vous avez juste l'idée de l'effet de la croissance économique sur les stocks d'énergie à faire. Vous voyez que pétrole, gaz naturel et charbon, vous allez probablement vivre la fin de ces énergies avec une croissance mondiale qui restera continue.
Pour rentrer un peu plus dans la physique, on va dire, donc ce qui nous intéresse dans l'électricité, je vais vous parler d'intensité et de tension électrique. Je vais d'abord définir ce que c'est qu'une grandeur physique. Une grandeur physique, c'est lorsqu'on souhaite mesurer une propriété de la nature, on le fait avec des concepts, une distance, une masse, une quantité de matière, etc. Et on va l'associer à une unité. Cette unité, ça peut être le mètre, le gramme, et pour certaines grandeurs physiques, il peut exister plusieurs unités. Par exemple, la température, vous avez le degré Celsius, le degré Fahrenheit, vous avez le Kelvin. Donc plusieurs façons de faire. Parmi les unités qui nous intéressent et les grandeurs physiques qui nous intéressent, il y a la tension, qui est associée au volt, elle se note U. On la mesure avec un voltmètre, et le voltmètre, on va le brancher en dérivation. Ici, vous avez l'exemple d'un voltmètre. Ça permet de mesurer ce qu'on appelle un potentiel électrique, c'est-à-dire une différence entre un point A et un point B. On peut envoyer des électrons dans un câble électrique avec un potentiel qui est différent. C'est-à-dire qu'on ne change pas forcément, on ne change pas le flux d'électrons. Par contre, c'est un peu comme si vous tiriez avec un arc plus ou moins tendu. Vous envoyez toujours la flèche, mais pas avec le même impact à la fin. Quand vous utilisez un voltmètre, celui-ci va être calibré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste le mettre et attendre la valeur, il va falloir le régler. Vous devez nécessairement le régler sur une valeur supérieure à celle qui est attendue. Si vous imaginez qu'on va mesurer 15 volts, vous ne pouvez pas mettre 10 volts. Vous risquez d'endommager l'appareil. C'est comme si vous essayez de mesurer 1,50 m avec un double décimètre, sauf que là, la conséquence n'est pas juste que c'est trop petit, c'est que vous risquez de provoquer des dégâts. L'intensité du courant électrique, elle va permettre de mesurer du coup un flux d'électrons, on va la noter I, et elle se mesure en ampères. D'ailleurs, je ne sais pas préciser le I, mais on le notera en cours. On la mesure avec un ampère-mètre, et on le branche en série, cet ampère-mètre. Ça indique, comme je vous dis, le débit de courant, à l'image de l'eau. Alors ici, vous avez un petit schéma où on vous présente ce que c'est que la tension. C'est comme si vous aviez de l'eau qui venait de plus haut, alors que l'intensité, c'est la quantité d'eau qui va passer en un point sur une certaine période. Il y a toujours cette histoire de calibre, sauf que cette fois, c'est encore plus dangereux pour l'appareil. Si vous n'êtes pas bien calibré, vous allez avoir l'appareil qui va être défectueux, il va falloir soit changer le fusible, soit le réarmer, suivant les technologies qu'on a. Ici, vous avez juste un vieil ampère-mètre. Alors, les propriétés du courant, donc ça permet de faire, fonctionner les appareils. Pour autant, il va y avoir aussi des dangers qui vont être liés. Alors, lorsqu'on a des récepteurs qu'on appelle des dipôles récepteurs isolés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas alimentés, il n'y a pas de risque électrique avec eux. Il n'y a ni tension ni intensité. Il peut y avoir également des dipôles générateurs qui vont permettre de faire fonctionner les dipôles récepteurs. Même quand ceux-ci sont isolés, ils sont source de danger. C'est-à-dire qu'une pile, même si c'est pas dans un appareil, il y a de l'électricité potentielle qui peut en sortir. Lorsqu'on utilise un appareil sous alimentation électrique, il faut s'assurer qu'il reçoive une tension et une intensité adaptées à son fonctionnement. C'est ce qu'on appelle l'intensité et la tension nominale. Au-dessus de ces valeurs, on est soit en surtension pour la tension, soit en surintensité pour l'intensité. Et on peut avoir des situations de ce type-là avec trop d'électricité qui passe sur une multiprise, vous risquez un échauffement des appareils, soit endommager les appareils, soit qu'on ait abîmé fortement le dispositif. En dessous, c'est juste que vous risquez de ne pas faire fonctionner correctement l'appareil, même si dans certains cas, c'est pas tout à fait le cas. Le courant électrique, il va être dangereux pour les appareils, mais aussi pour vous, à cause de l'intensité. Plus elle est élevée, plus vos risques de blessures ou de décès sont élevés également. L'électrisation, ça porte sur les blessures. C'est-à-dire que vous survivez à une électrisation. Une électrocution, si vous me dites j'ai été électrocuté hier, c'est que je suis en train de parler à un fantôme. Électrocution, ça veut dire décès. Et ici, vous avez un petit rappel de ce qui peut arriver. On part d'une intensité faible, on perçoit le choc électrique, un peu comme sur une clôture électrique à animaux, mais on peut avoir
incapacité à lâcher l'objet, contraction des poumons ou arrêt cardiaque. Vous avez ici un risque, l'arrêt cardiaque c'est 1 ampère, mais vous pouvez avoir une fibrillation cardiaque, c'est-à-dire un souci au niveau du cœur. Alors, pour communiquer en électricité, il est nécessaire d'employer des mêmes normes. C'est-à-dire que si dans la classe on décidait de chacun parler sa propre langue, on aurait énormément de mal à se faire comprendre. Pour régler, entre guillemets, ce problème, eh bien, on utilise des normes de représentation. Ici, vous avez quelques exemples de représentation picturale des lampes, des générateurs, etc. lorsqu'on va faire un dessin électrique. Ici, vous avez les ampèremètres et les voltmètres que j'ai évoqués plus tôt. Et à chaque symbole, on aura toujours le même type de composant. C'est-à-dire que c'est pas une fantaisie, une lampe, ça sera toujours un cercle avec une croix dedans. Les fils électriques, ça sera toujours des lignes droites. On n'a pas de choses faites à la main qui vont dans tous les sens, ça ne marche pas. Ceux qui nous intéressent cette année, ils sont entourés en vert, vous n'avez pas besoin de chercher les autres. Un interrupteur, ça peut être un peu sioux par contre, c'est soit c'est fermé, soit c'est ouvert, donc c'est un symbole qui évolue un petit peu suivant les situations. Sur ce schéma, alors qui est pas très beau, j'en suis désolé, on voit plusieurs choses. On voit une lampe, un ampèremètre qui est branché en série, un voltmètre branché en dérivation, une pile, un interrupteur et également des fils électriques. Donc je vous ai précisé tout ça. Et ici, parce que je considère que l'interrupteur est fermé, eh bien aucun dipôle n'est isolé, donc on a un circuit qui fonctionne. Voilà, j'espère que ça aura été clair et bon courage à tous.